La sécurité a dit à une mère célibataire qu'elle n'avait pas le droit d'assister à la remise de diplôme de son fils. Mais alors 7 agents secrets sont apparus et le moment est devenu inoubliable. Découvrez cette histoire bouleversante. Elle s'est installée au dernier rang du grand amphithéâtre de l'École nationale, agrippant d'une main tremblante un petit sac froissé et une photographie décolorée de son fils lorsqu'il était encore bébé. Son chemisier était soigneusement repassé, bien que les poignets montrent l'usure des années, et ses chaussures étaient les mêmes qu'elle avait portées lors d'innombrables entretiens d'embauche au cours de la dernière décennie. Mais rien de tout cela n'importait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le jour de la remise des diplômes de son fils Michel Leclerc, de la prestigieuse École nationale de sécurité de France. Un moment pour lequel elle s'était battue bec et ongles, sacrifiant son sommeil, sa dignité et son confort pour l'élever seule dans les rues de Paris. Carmen Leclerc était arrivée 2 heures avant la cérémonie, attendant patiemment sous le soleil implacable de la capitale. À 52 ans, chaque ride de son visage racontait une histoire de nuit blanche, passée à travailler comme femme de ménage dans 3 bureaux différents, juste pour s'assurer que Michel ait le nécessaire pour ses études. Ses mains, endurcies par des années de détergents et de produits chimiques, tenaient maintenant fièrement l'invitation que son fils lui avait remise avec des larmes dans les yeux à peine une semaine auparavant. L'amphithéâtre se remplissait progressivement de familles élégamment vêtues, costumes sur mesure, montres qui brillaient sous les lumières du plafond femme, avec des bijoux qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Carmen. Elle observait tout cela sans envie seulement, avec un mélange de nervosité et d'émotion, qui lui faisait battre le cœur comme un tambour déchaîné. Son Michel serait là sur scène, recevant son diplôme, après 4 ans d'entraînement intensif. Elle se souvenait vivement du jour où Michel, à peine 18 ans, était arrivé dans son petit appartement d'une pièce dans le quartier de Belleville, avec une demande d'admission à l'école entre les mains. Maman, lui avait-il dit avec cette détermination qui l'avait toujours émerveillé. « Je veux servir mon pays, mais plus que tout, je veux que tu sois fier de moi. » Carmen avait pleuré ce soir-là, non de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'elle avait mal à la poitrine. Les années suivantes avaient été les plus difficiles de sa vie. Sans le soutien émotionnel et l'aide financière occasionnelle de Michel, Carmen avait dû travailler des quarts doubles voire triples pour joindre les 2 bouts. Il y avait des jours où elle rentrait chez elle si épuisée qu'elle s'endormait, sur le canapé sans même enlever son uniforme de travail. Mais chaque fois qu'elle recevait une lettre de Michel, chaque fois qu'elle l'entendait au téléphone lui raconter ses entraînements et ses réussites, elle retrouvait ses forces comme si elle avait bu à une fontaine magique d'énergie. Maintenant assise à ce dernier rang, Carmen passait mentalement en revue chaque sacrifice, chaque moment de douleur et chaque petite victoire qui les avait menés jusqu'à ce jour. La photographie dans ses mains montrait un Michel de 3 ans, souriant avec ce sourire espiègle qu'il avait toujours fait fondre tenant un petit soldat de plomb qu'elle avait trouvé dans un marché aux puces. « Un jour je serai un vrai soldat, maman », lui avait-il dit alors. Et maintenant, 22 ans plus tard, ce rêve était en train de se réaliser. Le murmure des conversations autour d'elle la sortit de ses pensées. Des familles entières occupaient les premiers rangs, échangeant des anecdotes sur leurs enfants et comparant leurs réussites scolaires. Carmen écoutait des fragments de conversations sur des voyages en famille, des écoles privées et des opportunités qu'elle n'avait jamais pu offrir à Michel. Cependant, elle ne ressentait aucune amertume. Au contraire, elle était immensément fière que son fils soit allé si loin malgré toutes les limitations économiques qu'ils avaient affrontées ensemble. En observant l'élégante scène décorée avec les drapeaux de la France et de l'école, Carmen ne put s'empêcher de penser à toutes les fois où Michel avait dû porter des uniformes d'occasion, des livres empruntés et du matériel scolaire obtenu avec d'énormes efforts. Elle se souvenait vivement d'un Noël en particulier lorsque Michel avait 12 ans, où elle avait travaillé des quarts supplémentaires pendant tout le mois de décembre, juste pour pouvoir lui acheter un vélo d'occasion qu'elle avait vu dans une petite annonce. L'expression de bonheur sur le visage de son fils ce matin-là avait valu chaque heure de sommeil perdu et chaque mal de dos. La cérémonie était sur le point de commencer lorsque quelque chose changea radicalement le cours de cette histoire, qui aurait dû être parfaite. 2 gardes de sécurité s'approchèrent par le couloir latéral, leurs uniformes impeccables et leurs expressions sérieuses, contrastant avec l'ambiance festive du lieu. Carmen les vit s'approcher
et sentit une boule dans l'estomac bien qu'elle ne puisse imaginer pourquoi il se dirigeait vers elle. Les gardes s'arrêtèrent directement devant son siège, leurs ombres tombant sur la petite femme qui les regardait avec confusion et une inquiétude croissante. « Madame, dit le plus grand des deux, un homme d'âge moyen, avec une moustache grise et une attitude qui dénotait des années d'expérience en sécurité. Cette zone est réservée aux familles des diplômés. Vous devez quitter l'amphithéâtre. » Les mots frappèrent à Carmen comme une gifle inattendue. Autour d'elle, les personnes élégamment vêtues commencèrent à se tourner vers elle, leur conversation s'interrompant pendant qu'ils observaient la scène qui se déroulait. Carmen sentit le sang lui monter au visage. Un mélange de honte et de confusion s'emparant d'elle, alors qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Excusez-moi », réussit-elle à articuler d'une voix tremblante, ses doigts serrant. Encore plus fort la photographie de son fils. « Je suis de la famille. Je suis la mère de Michel Leclerc, l'un des diplômés. » Le second garde, plus jeune et apparemment moins expérimenté, échangea un regard avec son collègue avant de soupirer avec une irritation évidente. « Écoutez, madame, nous avons eu des problèmes avec des personnes qui s'introduisent à ces événements. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. Il y a des procédures que nous devons suivre. » Carmen eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Les regards des autres familles étaient maintenant plus intenses, certains murmurant entre eux tout en pointant discrètement dans sa direction. Elle pouvait entendre des fragments de commentaires. « C'est qui cette femme? Comment est-elle arrivée ici? La sécurité devrait être plus stricte. » Chaque mot était comme une aiguille qui se plantait dans son cœur déjà douloureux. Si vous aimez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Suite, s'il vous plaît, implora Carmen, sa voix désormais plus forte mais empreinte de désespoir. J'ai l'invitation que mon fils m'a donnée. J'ai travaillé pendant des années pour qu'il puisse être ici. Vous ne pouvez pas me demander de partir le jour de sa remise de diplôme. Elle fouilla dans son petit sac avec des mains tremblantes, essayant de trouver l'invitation officielle que Michel lui avait remise avec tant de fierté. Le gardien principal secoua la tête avec une apparente compréhension, mais son ton restait ferme et inflexible. « Madame, je comprends votre situation, mais les règles sont les règles. Cet événement est de haute sécurité, et seules les personnes figurant sur la liste officielle des invités avec les accréditations appropriées sont autorisées à rester. Je dois vous demander de bien vouloir me suivre vers la sortie. » Carmen finit par trouver l'invitation froissée au fond de son sac et la tendit aux gardes avec des mains qui tremblaient visiblement. « Tenez, dit-elle, voici mon invitation officielle. Michel Leclerc est mon fils et moi je suis Carmen Leclerc. Vous devez avoir mon nom sur une liste quelque part. » Les gardes examinèrent l'invitation avec des expressions sceptiques, échangeant des regards qui communiquaient clairement leur doute sur l'authenticité du document. Le plus jeune prit sa radio de sa ceinture et murmura quelque chose d'inaudible, tandis que Carmen attendait avec le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans l'amphithéâtre pouvait l'entendre. Pendant ce temps sur scène, les diplômés commençaient à former leur rang pour la cérémonie. Michel Grand, et fier dans son uniforme de cérémonie impeccablement repassé, cherchait du regard parmi l'audience la personne la plus importante de sa vie. Ses yeux balayaient les rangs de sièges, espérant voir le visage familier de sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour qu'il puisse arriver jusqu'à ce moment. Carmen le vit depuis sa place et sentit sa poitrine se gonfler de fierté malgré l'humiliation qu'elle vivait. Là était son Michel, si beau et imposant dans son uniforme représentant tout ce qu'elle avait rêvé pour lui depuis le jour de sa naissance. Elle voulut crier, saluer, faire quoi que ce soit pour qu'il sache qu'elle était là, mais la présence menaçante des gardes la maintenait paralysée sur son siège. « Madame », insista le gardien principal maintenant, avec un ton plus autoritaire, « j'ai confirmé par radio et votre nom n'apparaît pas sur notre liste actualisée des invités autorisés. Cela signifie que je dois vous escorter vers la sortie immédiatement. Si vous ne coopérez pas, nous devrons faire appel à une sécurité supplémentaire. » Les mots furent comme des poignards se plantant dans l'âme de Carmen. Elle n'apparaissait pas sur la liste. Après toutes les années de travail, tous les sacrifices, toutes les nuits, sans dormir en pensant à ce jour, il s'avérait qu'elle n'avait pas le droit d'être là. La photographie de Michel bébé dans ses mains semblait maintenant un poids accablant, un rappel de tous les rêves qui semblaient s'effondrer
à cet instant précis. Autour d'elle, les conversations avaient cessé presque complètement. Les familles élégantes l'observaient maintenant, avec un mélange de curiosité morbide et d'évidente gêne. Carmen pouvait sentir leur jugement silencieux, ses vêtements modestes, son sac usé, son apparente absence d'appartenance à ce monde de privilèges et de protocoles stricts. Une femme âgée, assise 3 sièges plus loin, se retourna complètement pour observer la scène et murmura ensuite quelque chose à l'oreille de son mari, qui se tourna également pour regarder Carmen avec une expression de désapprobation à peine dissimulée. Carmen voulut disparaître, s'enfoncer dans la terre, être n'importe où, sauf là étant le centre d'une attention aussi humiliante. Mais alors quelque chose en elle se durcit. Elle pensa à tous les jours où elle s'était levée avant l'aube, pour aller travailler, à toutes les fois où elle avait compté ses pièces pour s'assurer que Michel ait de l'argent pour le transport. Scolaire à toutes les larmes qu'elle avait versées dans l'intimité de son petit appartement lorsqu'elle croyait ne plus pouvoir tenir. Elle n'était pas arrivée jusque-là pour abandonner maintenant. « Je ne partirai pas », dit-elle avec une fermeté qui la surprit elle-même. « C'est mon fils sur scène et j'ai le droit de le voir recevoir son diplôme. J'ai travaillé toute ma vie pour ce moment. » L'ambiance dans l'amphithéâtre changea de façon palpable. Les conversations cessèrent complètement et maintenant tous les regards étaient fixés sur la confrontation qui se déroulait au dernier rang. Les gardes échangèrent des regards mal à l'aise, ne s'attendant clairement pas à une résistance de cette petite femme apparemment sans défense. Quel secret gardèrent ces 7 hommes qui étaient sur le point de changer à jamais le destin de cette mère combative? Le garde le plus jeune fit un pas en avant, sa main se déplaçant instinctivement vers la radio à sa ceinture. « Madame, si vous ne coopérez pas volontairement, nous devrons utiliser d'autres méthodes pour vous faire sortir de l'enceinte. Il s'agit d'un événement de sécurité nationale et nous ne pouvons pas permettre de perturbations. » Carmen sentit les larmes commencer à s'accumuler dans ses yeux, mais elle refusa catégoriquement de les laisser couler. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction, pas après tout ce qu'elle avait enduré pour arriver jusqu'ici. Elle se souvint vivement de la nuit où Michel l'avait appelée de l'école pour lui raconter qu'il avait été sélectionné pour la cérémonie de remise de diplôme spécial réservée uniquement aux meilleurs de sa classe. L'émotion dans sa voix avait été si pure, si pleine de joie, que Carmen avait pleuré de bonheur pendant des heures après avoir raccroché le téléphone. « Mon fils m'a invité personnellement », répéta-t-elle, sa voix désormais plus forte et claire. « Il voulait que je sois là pour le voir recevoir son diplôme. Après 4 ans sans nous voir régulièrement, après tous les sacrifices que nous avons faits ensemble, vous n'avez pas le droit de me séparer de lui le jour le plus important de sa vie. » Une femme assise au 2e rang, élégamment vêtue, d'un tailleur de créateurs et de bijoux qui brillait sous les lumières de l'amphithéâtre, se retourna complètement vers Carmen et l'étudia avec une expression de curiosité mêlée à quelque chose qui aurait pu être de la compassion. Ses yeux s'arrêtèrent sur les mains travaillées de Carmen, sur son chemisier soigneusement repassé, mais visiblement usé sur la façon dont elle tenait cette photographie, comme si c'était ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Sur scène, Michel avait commencé à remarquer l'agitation à l'arrière de l'amphithéâtre. Son entraînement militaire lui avait appris à toujours être conscient de son environnement et bien qu'il ne puisse pas voir clairement ce qui se passait, il savait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Son regard se dirigea vers l'endroit où sa mère aurait dû être assise, mais la distance et la foule l'empêchèrent de distinguer les détails de ce qui se passait. Les autres diplômés à ses côtés commencèrent à murmurer entre eux, remarquant également la tension qui s'était emparée de l'amphithéâtre. Certains instructeurs sur les côtés de la scène échangèrent des regards inquiets, évaluant clairement si la situation nécessitait une quelconque intervention officielle. Carmen pouvait sentir le poids de tous ces regards peser sur elle. Chaque seconde qui passait, de plus en plus de personnes prenaient conscience de ce qui se passait et le murmure des conversations commençait à grandir progressivement. Elle entendait des fragments de spéculation. C'est qui cette femme? Pourquoi ne la laisse-t-il pas rester? Il doit bien y avoir une raison pour que la sécurité soit impliquée. Le gardien principal s'approcha de Carmen, sa présence, intimidante étant conçue pour la faire se sentir petite et sans défense. « Madame, je vous donne une dernière chance de quitter volontairement cette enceinte. Après cela, je devrai appeler des renforts pour vous escorter dehors, et cela pourrait… »
entraîner une situation beaucoup plus embarrassante pour vous et pour tous les présents. C'est à ce moment précis que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. De différents points de l'amphithéâtre, 7 hommes commencèrent à bouger simultanément. Ils ne le firent pas de manière évidente ou tapageuse, mais, pour quelqu'un d'entraîné à observer les détails, leurs mouvements coordonnés étaient indubitables. Ils se déplaçaient avec la précision silencieuse de professionnels chacun d'eux, évaluant la situation avec des yeux qui avaient vu trop de choses pour être dupés par les apparences. Ces hommes ne portaient pas d'uniforme, mais il y avait quelque chose dans leur maintien, dans la façon dont leurs yeux scrutaient constamment l'environnement, dans la manière dont leur corps se maintenait en état d'alerte détendue, qui les identifiait immédiatement comme militaires ou anciens militaires. Leurs costumes étaient simples, mais bien coupés, leurs mouvements économiques et délibérés, leurs expressions sereines, mais intensément concentrées. Carmen ne les avait pas remarqués au début, car ils s'étaient parfaitement fondus avec les autres familles présentes, mais maintenant qu'ils se déplaçaient avec un but précis vers leur emplacement, il était impossible de ne pas les voir. Le plus grand du groupe, un homme d'une quarantaine d'années avec des cheveux grisonnants aux tempes et une cicatrice à peine visible sur la joue gauche, fut le premier à s'approcher de l'endroit où se déroulait la confrontation. Que recelait toute cette affaire ténébreuse serait révélée très vite, il changerait complètement le destin de la famille Leclerc. Sa voix, lorsqu'il finit par parler, trancha l'air tendu de l'amphithéâtre comme un rasoir bien affûté. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il, s'adressant directement aux gardes de sécurité. Mais son ton n'était pas celui d'une curiosité désinvolte. C'était le ton de quelqu'un habitué à obtenir des réponses immédiates et complètes. Les gardes se tournèrent vers lui, et Carmen put immédiatement voir comment leur posture changea. Le gardien principal, qui quelques secondes auparavant avait été si autoritaire et condescendant envers elle, sembla maintenant légèrement nerveux, comme s'il avait reconnu quelque chose chez cet homme qui l'avait mis en alerte. « Monsieur, » répondit le garde, « nous gérons une situation de protocole de sécurité. Cette dame n'a pas les accréditations appropriées pour rester à l'événement. » L'homme grand observa Carmen un instant, ses yeux notant chaque détail. La façon dont elle tenait la photographie de son fils, l'invitation froissée dans son autre main, la dignité avec laquelle elle maintenait sa posture, malgré l'humiliation. Qu'elle vivait. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix avait une autorité incontestable qui fit que tout l'amphithéâtre sembla se taire. « Elle n'a pas besoin d'accréditation spéciale, dit-il, avec un calme qui était d'une certaine manière plus intimidant que n'importe quel cri. Elle a un fils qui a gagné sa place ici grâce au mérite et au dévouement. Cela fait d'elle une famille. Cela fait d'elle la famille la plus importante présente à cet événement. » Les 6 autres hommes étaient maintenant arrivés et s'étaient positionnés stratégiquement autour de la zone, non pas de manière menaçante, mais avec la présence silencieuse de professionnels qui savaient exactement comment gérer des situations tendues. Carmen les observait avec un mélange de confusion et d'espoir croissant, ne comprenant pas complètement ce qui se passait, mais sentant instinctivement que quelque chose avait changé en sa faveur. Un second homme plus jeune, mais avec la même prestance, fit un pas en avant. Sa voix était plus douce que celle de son collègue, mais tout aussi autoritaire. « Votre fils a un jour sauvé la vie d'un de nos amis lors d'une mission d'entraînement à haut risque. Lorsqu'il nous a parlé de vous de la façon dont vous l'aviez élevé seul, avec rien d'autre que l'amour et une détermination inébranlable, nous avons su qu'un jour, nous devrions vous rencontrer en personne. » Carmen sentit ses jambes faiblir. Michel avait sauvé la vie de quelqu'un. Avait-il été en danger pendant son entraînement? Il y avait tant de questions qui se bousculaient dans son esprit, mais l'émotion qui commençait à grandir dans sa poitrine était si intense qu'elle pouvait à peine respirer. L'homme le plus grand continua, s'adressant désormais non seulement aux gardes, mais à tout l'amphithéâtre qui était resté complètement silencieux. Il nous a parlé des nuits où vous travailliez des quarts doubles pour payer ses études, de la façon dont vous avez vendu vos quelques bijoux pour lui acheter ses premiers manuels scolaires, de la façon dont vous marchiez des kilomètres, sous la pluie pour lui remettre de l'argent pour le transport, lorsqu'il était en première année. Chaque mot était comme un rayon de lumière qui éclairait des parties de son histoire que Carmen avait cru que seuls elle et Michel connaissaient. Comment était-il possible que ces inconnus connaissent autant de détails intimes sur les sacrifices qu'elle avait faits, et pourquoi prenaient-ils la peine de la défendre devant tout ce monde?
Les gardes semblèrent maintenant complètement désemparés. Le plus âgé échangea des regards nerveux avec son collègue plus jeune, se rendant clairement compte qu'ils avaient commis une erreur importante, mais sans comprendre complètement les ramifications de la situation dans laquelle ils s'étaient mis. Un troisième homme du groupe, celui-ci avec des cheveux complètement grisonnants et des yeux qui parlaient de décennies de service militaire, s'approcha directement de Carmen. Lorsqu'il parla, sa voix avait une chaleur qui contrastait complètement avec l'autorité militaire de ses collègues. « Madame Leclerc, dit-il, et le fait qu'il connaisse son nom, fit que Carmen sentit le monde basculer autour d'elle. « Nous attendons de vous rencontrer depuis longtemps. Votre fils nous a tellement parlé. De vous que nous avons l'impression de vous connaître depuis toujours. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre sacrifice pour quelqu'un que vous aimez n'a pas été reconnu ou valorisé? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. » Sur scène, Michel avait commencé à marcher vers le bord de la plateforme, essayant désespérément de voir ce qui causait toute l'agitation à l'arrière de l'amphithéâtre. Son instinct lui disait que quelque chose d'important se passait, et une partie de lui, celle qui avait appris à s'inquiéter pour sa mère, pendant toutes ces années de séparation, commençait à craindre qu'elle ne soit impliquée dans un problème quelconque. Les autres diplômés à ses côtés commencèrent à remarquer son agitation. Roberto Dupont, son colocataire depuis 2 ans, et son ami le plus proche à l'école, s'approcha de lui avec une expression préoccupée. « Qu'est-ce qui se passe, Michel ?» lui demanda-t-il à voix basse. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Michel serra les poings, luttant contre l'envie de sauter de la scène et de courir là où son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. « Je ne sais pas, murmura-t-il, mais j'ai le pressentiment que ma mère a des ennuis. » Pendant ce temps, au fond de l'amphithéâtre, la situation continuait de se développer de manière que personne n'aurait pu anticiper. L'homme aux cheveux grisonnants avait tendu sa main vers Carmen dans un geste de respect et de reconnaissance qu'elle n'avait jamais expérimenté de la part d'étrangers. « Permettez-moi de me présenter formellement, » dit-il. « Je suis le général de division retraité Alphonse, le maire, et voici quelques-uns de mes anciens collègues. Nous avons tous servi notre pays de différentes manières pendant de nombreuses années, et nous avons tous eu l'honneur de connaître votre fils pendant son passage à l'école. » Carmen prit sa main avec des doigts tremblants, sentant la fermeté et la chaleur de sa poignée. « Général, murmura-t-elle, ne sachant pas tout à fait comment répondre devant tant de formalités et de respect. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous m'aidez. » Un autre des hommes plus jeunes, et avec un sourire qui adoucissait les traits durs de son visage militaire, s'approcha. « Nous sommes ici parce que votre fils nous l'a demandé, non pas pour lui mais pour vous. Il nous a dit qu'il était possible que vous vous sentiez intimidé par tout le protocole militaire, par toutes les familles importantes qui allaient être présentes. Il voulait s'assurer que vous vous sentiez protégé et respecté en ce jour spécial. » Les larmes que Carmen s'était efforcée de retenir commencèrent finalement à couler sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes d'humiliation ou de douleur. C'étaient des larmes d'une gratitude si profonde et d'une fierté si intense que son cœur semblait s'épanouir au point d'exploser. Les gardes de sécurité se trouvaient maintenant dans une situation extrêmement inconfortable. Il était évident qu'ils avaient commis une grave erreur, mais la nature exacte de cette erreur et les conséquences qu'ils pourraient encourir n'étaient pas encore complètement claires pour eux. Le gardien principal s'éclaircit nerveusement, la gorge avant de parler. « Messieurs, » dit-il s'adressant aux 7 hommes, « nous suivions simplement les protocoles standards. Nous n'avions pas d'informations sur des circonstances particulières concernant cette dame. » Le général Lemaire le regarda avec une expression qui réussissait à être à la fois compréhensive et fermement corrective. « Je comprends que vous faisiez votre travail, dit-il, mais une partie de bien faire ce travail consiste à reconnaître quand les protocoles doivent être appliqués avec bon sens et respect humain. Cette femme n'est pas une menace pour la sécurité, c'est la mère de l'un des diplômés les plus distingués de cette promotion. » L'ambiance dans l'amphithéâtre avait complètement changé. Les conversations qui avaient cessé pendant la confrontation initiale recommencèrent maintenant, mais le ton était complètement différent. Au lieu des murmures de désapprobation et de jugement, il y avait maintenant des expressions de curiosité, de respect et même d'admiration envers cette petite femme qui avait clairement capté l'attention et le respect de ces hommes, visiblement importants. La femme élégante qui avait observé toute la situation depuis le 2e rang se leva de son siège et se dirigea vers Carmen.
Lorsqu'elle arriva, elle lui tendit la main, avec un sourire authentique et chaleureux. « Madame Leclerc, dit-elle, je suis Patricia Martin, mon mari est le colonel Martin. Je m'excuse de ne pas avoir remarqué avant ce qui se passait. Si j'avais su que vous étiez la mère de Michel, je serais intervenu immédiatement. » Carmen la regarda avec surprise, ne comprenant pas tout à fait comment cette femme élégante connaissait son fils. Patricia dut avoir remarqué sa confusion, car elle continua à expliquer. « Votre fils a été le sujet de conversation lors de nombreuses réunions familiales militaires. Les instructeurs ne cessent de parler de son dévouement, de son leadership, un naturel et surtout de la façon dont ils parlent toujours de vous avec tant d'amour et de respect. Il est clair que vous avez élevé un jeune homme exceptionnel. » Ces mots frappèrent Carmen comme une vague d'émotions contradictoires. Fierté, gratitude, amour, et un sentiment accablant de validation pour toutes les années de lutte et de sacrifice. Pendant si longtemps, elle avait douté de savoir si elle faisait les bonnes choses, si ses décisions préparaient adéquatement Michel pour le monde. Maintenant, entendre qu'elle avait non seulement réussi, mais qu'elle avait élevé quelqu'un qui était respecté et admiré par ses supérieurs, était plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Quelle révélation allait changer à jamais la perception que tout le monde avait de cette mère battante et de son fils extraordinaire. C'est à ce moment-là que se produisit quelque chose que personne dans l'amphithéâtre n'aurait pu anticiper. De la scène, on entendit une voix forte et claire, qui coupa à travers toutes les conversations et murmures. C'était Michel qui avait quitté sa position dans la formation des diplômés et marchait maintenant avec détermination vers le micro principal de l'événement. « Excusez-moi pour l'interruption, » dit sa voix amplifiée, atteignant chaque coin de l'amphithéâtre. « Mais j'ai besoin de dire quelque chose d'important avant que cette cérémonie ne continue. » Le commandant de l'école, un homme distingué avec des décennies de service militaire, s'approcha rapidement de Michel avec une expression d'alarme. Les interruptions non autorisées lors de cérémonies officielles étaient de graves infractions, qui pouvaient entraîner des sanctions disciplinaires importantes. « Aspirant Leclerc, » dit le commandant à voix basse, mais clairement audible à travers le microphone ouvert, « c'est tout à fait irrégulier. Vous devez retourner immédiatement à votre position. » Michel se redressa en position d'attention parfaite, mais sa voix ne trembla pas lorsqu'il répondit. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, il y a une situation dans l'amphithéâtre qui concerne ma mère, et en tant que futur officier de cette institution, j'ai la responsabilité de faire en sorte qu'elle soit traitée avec la dignité et le respect qu'elle mérite. » Un silence absolu tomba sur l'amphithéâtre. Même les conversations à voix basse cessèrent complètement, alors que tous les présents attendèrent de voir comment cette situation sans précédent allait se dérouler. Le commandant regarda en direction du fond de l'amphithéâtre, où les 7 hommes entouraient toujours Carmen, dans ce qui était désormais clairement une formation protectrice. Ses yeux exercés reconnurent immédiatement plusieurs d'entre eux, dont le général de division retraité Lemaire, et son expression passa de l'irritation à un mélange de surprise et de compréhension. « Aspirant Leclerc, » dit-il sa voix désormais, plus douce mais toujours ferme, « expliquez la situation. » Michel prit une profonde inspiration, et lorsqu'il parla, sa voix portait toute l'émotion et la détermination qu'il avait accumulée pendant des années de séparation de la personne, la plus importante de sa vie. « Ma mère Carmen Leclerc a été confrontée à la sécurité et sommée de quitter l'amphithéâtre parce qu'elle ne collait apparemment pas ici. Mesdames et messieurs, continua-t-il s'adressant désormais à l'ensemble de l'assistance, permettez-moi de vous parler d'appartenance. » Carmen, de sa place au fond, sentit son cœur s'arrêter. Michel risquait sa carrière, son avenir pour la défendre publiquement. Elle voulut lui crier de s'arrêter, de retourner à sa place, de ne pas mettre en péril tout ce pour quoi il avait travaillé si dur. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge alors qu'elle écoutait son fils continuer. « Ma mère appartient ici plus que quiconque dans cet amphithéâtre, » déclara Michel, sa voix résonnant d'une conviction inébranlable. « Elle appartient ici parce qu'elle a travaillé 3 emplois simultanément pendant ma première année à l'école pour s'assurer que j'avais de l'argent pour les livres et le matériel. Elle appartient ici parce qu'elle a vendu la seule bague de valeur qu'elle possédait, un cadeau de ma grand-mère pour me payer un cours préparatoire dont j'avais besoin pour réussir mes examens d'entrée. » L'amphithéâtre resta dans un silence absolu, chaque mot de Michel résonnant avec une force qui transperçait l'air lui-même.
Carmen sentait que ses jambes pouvaient à peine la soutenir, alors qu'elle écoutait son fils révéler publiquement des détails intimes de ses sacrifices, qu'elle avait espéré qu'ils ne connaissent jamais complètement. « Elle appartient ici », continua Michel, sa voix désormais chargée d'émotion, mais restant ferme, parce que pendant ma 2e année, lorsque j'étais à l'hôpital après un accident d'entraînement, elle a dormi sur une chaise en plastique, dans la salle d'attente pendant 6 jours consécutifs, refusant de partir tant que les médecins ne lui avaient pas assuré que j'allais parfaitement bien. Les infirmières m'ont raconté qu'elles la voyaient prier dans la chapelle de l'hôpital, chaque heure demandant non pas pour elle-même, mais pour ma guérison et pour la force de continuer à être la mère dont j'avais besoin. Les larmes coulaient, maintenant librement sur les joues de Carmen, et elle put voir qu'elle n'était pas la seule dans l'amphithéâtre à être émotionnellement touchée par les paroles de son fils. Même certains des membres des familles les plus élégants, et apparemment distants, s'essuyaient discrètement les yeux. Le général Lemaire fit un pas en avant, et dans un geste qui surprit toutes les personnes présentes, commença à applaudir lentement et délibérément. Un par un, ses collègues se joignirent à lui, puis Patricia Martin et sa famille, puis d'autres familles militaires qui commençaient à comprendre la véritable ampleur de ce qu'ils étaient en train de voir. Michel continua de parler tandis que les applaudissements cessaient progressivement. Mais plus que tout cela, ma mère appartient ici parce qu'elle m'a enseigné les valeurs qui m'ont amené à cette institution. Elle m'a enseigné l'honneur quand elle travaillait des quarts doubles et ne manquait jamais une réunion scolaire importante. Elle m'a enseigné le courage quand elle a affronté la pauvreté et les difficultés sans jamais se plaindre ni abandonner. Elle m'a enseigné le sacrifice quand j'ai vu comment elle plaçait mes besoins avant les siens. Le commandant de l'école avait écouté attentivement chaque mot et maintenant il s'approcha du micro. Lorsqu'il parla, sa voix avait une autorité qui commandait le respect absolu, mais aussi une chaleur qu'il montrait rarement en public. « Aspirant Leclerc », dit-il. Au cours de mes 30 années de service militaire, j'ai vu de nombreux types de courage. Du courage au combat, du courage sous pression, du courage face au danger. Mais rarement j'ai vu le type de courage qui est nécessaire pour interrompre une cérémonie officielle afin de défendre l'honneur de sa mère. Ce type de courage ne s'enseigne pas dans les manuels militaires. Ce type de courage s'apprend à la maison. Il se tourna vers l'amphithéâtre et continua. « Mesdames et messieurs, cette cérémonie ne se poursuivra pas tant que Madame Carmen Leclerc ne sera pas escortée avec tous les honneurs jusqu'au premier rang où elle a sa place en tant que mère de l'un de nos diplômés les plus distingués. » Les 7 hommes qui avaient défendu Carmen s'organisèrent immédiatement en une formation d'honneur autour d'elle. Le général Lemaire offrit son bras à Carmen avec la même formalité qu'il aurait montré à un dignitaire étranger. « Madame Leclerc, dit-il, ce serait un honneur de vous escorter à votre place appropriée. » Carmen, encore bouleversée par l'émotion et le caractère surréaliste de la situation, prit son bras avec des doigts tremblants. Alors qu'il marchait lentement dans l'allée centrale de l'amphithéâtre, quelque chose de magique commença à se produire. Personne après personne commença à se lever dans une ovation spontanée qui grandit pour devenir des applaudissements assourdissants qui duraient et duraient. Des familles qui, quelques minutes auparavant, avaient chuchoté à son sujet avec désapprobation, applaudissaient maintenant avec les larmes aux yeux. Les gardes de sécurité qui l'avaient humilié restèrent maintenant en position ferme de respect militaire. Même les autres diplômés sur scène avaient rompu le protocole pour se joindre aux applaudissements. Alors que Carmen marchait dans cette allée flanquée de 7 hommes qui la traitaient comme la plus importante des dignitaires de l'événement, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti de sa vie, la reconnaissance publique de sa valeur, de ses sacrifices, de sa force. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre travaillant sans relâche pour que d'autres brillent, en particulier son fils. Maintenant, pour la première fois, elle était elle-même au centre de l'attention, et cette attention était pleine de respect et d'admiration. Lorsqu'ils arrivèrent finalement au premier rang, le siège qui lui était réservé n'était pas n'importe quel siège. C'était le siège d'honneur typiquement réservé aux dignitaires gouvernementaux ou aux hauts gradés militaires. Carmen s'assit lentement, toujours en train de traiter tout ce qui s'était passé, tandis que les applaudissements continuaient de résonner dans tout l'amphithéâtre. Michel, depuis la scène, l'observait avec un sourire qui irradiait un pur amour et une pure fierté. Lorsque finalement les applaudissements commencèrent à faiblir, il parla une fois de plus au micro. « Merci, dit-il simplement. Je peux maintenant
Recevoir mon diplôme en sachant que la personne la plus importante de ma vie est exactement là où elle doit être. Le reste de la cérémonie se déroula dans une atmosphère complètement transformée. Lorsque vint le moment pour Michel de recevoir son diplôme, le commandant fit quelque chose d'inédit. Au lieu de simplement lui remettre le diplôme et de lui serrer la main, il se dirigea vers le micro pour faire une annonce spéciale. « Mesdames et messieurs, dit-il, l'aspirant Michel Leclerc est diplômé aujourd'hui, non seulement avec les honneurs académiques, mais aussi avec la reconnaissance spéciale de la valeur familiale, un honneur que je crée à cet instant pour récompenser qu'un diplômé qui a démontré les valeurs familiales et personnelles, qui incarne le meilleur de notre institution. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, mais Michel les entendit à peine. Ses yeux étaient fixés sur sa mère qui pleurait de bonheur au premier rang, flanquée des mêmes personnes qui étaient venues la défendre lorsqu'elle en avait le plus besoin. Lorsque Michel descendit de la scène après avoir reçu son diplôme, il ne salua pas d'abord ses instructeurs ou ses camarades de classe. Il marcha directement vers Carmen et devant tout l'amphithéâtre, s'agenouilla devant elle dans un signe de respect qui laissa tous les présents complètement sans voix. « Maman, dit-il, prenant ses mains travailler dans les siennes, tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, tout ce que je serai, c'est parce que tu m'as appris que le véritable honneur ne vient pas des titres ou des récompenses, mais de la façon dont nous traitons les personnes que nous aimons, et de la façon dont nous affrontons les difficultés de la vie. » Carmen ne put pas répondre par des mots. Au lieu de cela, elle serra simplement son fils dans ses bras, et dans cette étreinte étaient contenues toutes les années de séparation, tous les sacrifices, toutes les nuits d'inquiétude et tous les rêves qui s'étaient enfin réalisés. Le général Lemaire s'approcha de la famille, et lorsqu'il parla, il s'adressa autant à Michel qu'à Carmen. « Madame Leclerc, j'aimerais vous offrir quelque chose que nous proposons rarement. Nous avons un programme spécial pour honorer les familles qui ont fait des sacrifices extraordinaires pour le service militaire. Si vous le souhaitez, nous aimerions créer une bourse à votre nom pour aider d'autres jeunes aux ressources limitées, à suivre les pas de votre fils. » Carmen le regarda avec étonnement, incapable de croire que cette journée qui avait commencé avec tant d'humiliation culminait maintenant avec des propositions qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. « De plus, continua le général, j'aimerais vous inviter à siéger à notre conseil consultatif pour les familles militaires. Votre point de vue et votre expérience seraient inestimables pour aider d'autres mères et pères qui traversent des difficultés similaires à celles que vous avez rencontrées. » Michel regarda sa mère avec une expression de fierté si intense qu'elle semblait irradier sa propre lumière. « Maman, dit-il, qu'en pensais-tu ? » Carmen, qui avait passé toute sa vie adulte à lutter pour survivre au jour le jour qui avait occupé, des emplois qui lui permettaient à peine de payer le loyer, qui avait été invisible pour la société en général, se retrouvait maintenant invitée à des postes d'honneur et de responsabilité qu'elle n'aurait jamais osé rêver possible. « J'accepte, dit-elle finalement, sa voix claire et ferme. Si mon expérience peut aider d'autres familles, si mes sacrifices peuvent rendre le chemin un peu plus facile pour d'autres parents qui se battent pour donner à leurs enfants de meilleures opportunités, alors j'accepte de tout mon cœur. » Les saintes et saints applaudissements qui suivirent furent différents de tous les précédents. Ce n'était pas seulement de la reconnaissance ou de l'appréciation. C'était la célébration pure d'une transformation que tous avaient observé, la transformation d'une femme qui était arrivée en se sentant invisible et indigne en une femme qui était désormais reconnue comme un exemple de force de dévouement et d'amour maternel. Alors que la cérémonie touchait officiellement à sa fin et que les familles commençaient à se disperser, quelque chose de beau continua de se produire. Les unes après les autres, les familles s'approchèrent de Carmen pour se présenter, pour exprimer leur admiration, pour lui demander conseil sur leurs propres défis familiaux. La femme élégante, qui avait parlé avec elle auparavant, Patricia Martin, s'approcha une fois de plus. « Carmen, dit-elle, utilisant son prénom avec une familiarité chaleureuse, j'aimerais vous inviter, vous et Michel, à dîner chez nous la semaine prochaine. Mon mari est impatient de vous rencontrer et je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire sur nos expériences en tant que famille militaire. » Même les gardes de sécurité qui avaient causé toute la situation initiale s'approchèrent pour s'excuser formellement. Le gardien principal, qui avait été si condescendant au début, parlait maintenant avec une contrition sincère. « Madame Leclerc, dit-il,
Je vous prie d'accepter mes profondes excuses pour mon comportement d'aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je vous ai traité, et j'espère que vous pourrez me pardonner mon ignorance. Je promets que cette expérience m'a appris l'importance de traiter toutes les personnes avec respect et dignité que soient les apparences. Carmen, dont le cœur avait grandi si grand pendant cette journée extraordinaire qu'il ne semblait pas avoir de place pour l'amertume ou le ressentiment, sourit sincèrement au garde. « C'est pardonné, dit-elle. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est que nous en tirions des leçons et que nous devenions de meilleures personnes. » Alors que la soirée avançait et que l'amphithéâtre se vidait progressivement, Carmen et Michel se retrouvèrent finalement seuls, avec les 7 hommes qui avaient changé le cours de toute l'expérience. Le général Lemaire fut le dernier à s'approcher pour faire ses adieux. « Carmen, dit-il, je veux que vous sachiez que ce que nous avons vu aujourd'hui n'était pas une coïncidence. Votre fils nous a parlé de vous pendant des mois, nous préparant à cette journée parce qu'il savait que cela pourrait être intimidant pour vous. Nous étions là parce qu'il nous l'a demandé, non pas pour le protéger, mais pour nous assurer que vous receviez le respect et la reconnaissance que vous méritez. » Carmen regarda Michel avec une nouvelle compréhension de la profondeur de son amour et de sa considération pour elle. Même dans son jour de triomphe personnel, il avait pensé à elle, planifiant des moyens de s'assurer qu'elle se sente valorisée et protégée. « Michel, dit-elle, prenant le visage de son fils entre ses mains, « tu n'avais pas à faire ça. Tu n'avais pas à risquer ta carrière, ton avenir pour moi. » Michel sourit avec ce sourire qui avait fait fondre son cœur depuis qu'il était un petit enfant. « Maman, dit-il, tu as tout risqué pour moi pendant des années. Le moins que je pouvais faire était de m'assurer que le jour le plus important de ma carrière, tu saches exactement combien tu comptes pour moi et combien de respect et d'admiration tu mérites. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie de l'amphithéâtre, Carmen réfléchit à l'incroyable parcours de cette journée. Elle avait commencé en se sentant petite, invisible, indigne d'être à cet endroit élégant, entourée de familles importantes. Maintenant, elle finissait en se sentant forte, valorisée, et avec un avenir plein de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Le soleil de l'après-midi parisien baignait les jardins de l'école de sécurité d'une lumière dorée qui semblait symbolique de la transformation qui avait eu lieu. Carmen marchait au bras de son fils, n'étant plus la femme invisible qui était entrée dans l'amphithéâtre ce matin-là, mais une femme reconnue pour sa force, célébrée pour ses sacrifices et honorée par une société qui l'avait auparavant ignorée. « Michel, dit-elle pendant qu'il se promenait, sais-tu quelle est la chose la plus belle dans tout ça ? Laquelle, maman ? Que pendant toutes ces années, je pensais que je te donnais tout ce que j'avais à t'offrir. Mais il s'avère que tu m'as donné beaucoup plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Tu m'as donné un but, tu m'as donné de la force, et aujourd'hui, tu m'as donné dignité et reconnaissance. Mais plus que tout cela, tu m'as donné l'opportunité d'être la mère de l'homme le plus extraordinaire que je connaisse. » Michel s'arrêta et embrassa sa mère une fois de plus, et dans cette étreinte, tous deux comprirent qu'ils avaient franchi un seuil important. Ils n'étaient plus seulement une mère combative et son fils ambitieux. Ils étaient désormais partenaires, dans une mission plus grande, utiliser leurs expériences, leurs défis surmontés, et leur amour inébranlable pour aider d'autres familles qui traversaient des luttes similaires. L'avenir s'étendait devant eux plein de possibilités qu'aucun des deux n'avait rêvé ce matin-là. Carmen aurait sa bourse, sa place au conseil consultatif, et plus important encore, aurait la reconnaissance et le respect d'une communauté qui comprenait désormais sa valeur. Michel aurait sa carrière militaire, mais il aurait aussi quelque chose d'également précieux, la conscience d'avoir honoré comme il se doit la femme qui avait rendu possible toutes ses réalisations. Alors qu'ils s'éloignaient de l'école, bras dessus, bras dessous, et que le soleil couchant peignait le ciel de couleurs, qui semblait célébrer leur triomphe commun, tous deux savaient que ce jour marquerait non pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où l'amour, le sacrifice et la détermination seraient non seulement récompensés, mais célébrés et partagés avec le monde. La petite photographie de Michel bébé que Carmen portait, encore dans son sac à main, représentait désormais non seulement les souvenirs du passé, mais aussi les promesses pour l'avenir. Un avenir où aucune mère battante n'aurait à se sentir invisible ou indigne, où aucun sacrifice ne passerait inaperçu et où le véritable amour trouverait toujours le moyen de briller quelles que soient les circonstances.
Ce soir-là, lorsque Carmen arriva finalement dans son petit appartement dans le quartier de Belleville, elle s'assit dans son vieux fauteuil et réfléchit à tout ce qui avait changé en une seule journée. Son téléphone avait sonné constamment avec des appels de personnes qui voulaient la rencontrer, des journalistes qui voulaient l'interviewer et des organisations qui voulaient l'inviter à parler de son expérience. Mais ce qui l'émouvait, le plus ce n'était pas la célébrité soudaine ou les opportunités qui s'ouvraient devant elle. C'était la conscience que son histoire, ses sacrifices et son amour avaient touché le cœur de tant de personnes qui se sentaient désormais inspirées à valoriser davantage leur propre famille et à reconnaître les sacrifices silencieux que tant de mères et de pères font tous les jours. Lorsque Michel arriva ce soir-là pour dîner avec elle, comme il l'avait prévu pour célébrer sa remise de diplôme, il trouva sa mère non pas épuisée par les émotions de la journée, mais pleine d'énergie et de projets pour l'avenir. « Maman, dit-il, pendant qu'ils s'asseyaient à la petite table où ils avaient partagé tant de repas simples mais pleins d'amour au fil des ans, comment te sens-tu par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Carmen sourit avec une sérénité qui reflétait une nouvelle confiance en elle et en sa place dans le monde. « Je me sens comme si j'avais enfin trouvé mon véritable but, dit-elle. Pendant des années, j'ai pensé que mon but était seulement de t'élever et de m'assurer que tu réussisses. Mais maintenant, je comprends que ce n'était qu'une préparation à quelque chose de plus grand. Mon véritable but est d'utiliser tout ce que j'ai appris pendant ces années difficiles pour aider d'autres familles à surmonter leurs propres défis. » Michel acquiesça, comprenant parfaitement ce que sa mère voulait dire. « Et je veux être à tes côtés dans cette mission, » dit-il. « Je veux que tu saches que, où que ma carrière militaire me mène, je serai toujours là pour te soutenir dans tout ce que tu veux faire pour aider les autres. » Ce soir-là, alors que mère et fils planifiaient ensemble comment utiliser leur nouvelle plateforme pour faire une différence positive dans la vie d'autres familles, ils comprirent tous deux qu'ils avaient accompli quelque chose de bien plus précieux que la réussite individuelle. Ils avaient démontré que l'amour authentique, le sacrifice véritable et la détermination inébranlable peuvent non seulement surmonter n'importe quel obstacle, mais aussi inspirer les autres à trouver leur propre force et leurs propres valeurs. L'histoire de Carmen Leclerc et de son fils Michel deviendrait une légende à l'école de sécurité, racontée année après année aux nouveaux aspirants comme un exemple du type de valeur familiale que l'institution cherchait à cultiver. Mais plus important encore, elle deviendrait une source d'inspiration pour les familles, aux ressources limitées dans toute la France, prouvant que quelles que soient les difficultés, l'amour et le dévouement peuvent toujours créer des miracles. Alors que les jours suivant la remise de diplôme passaient, un écosystème de changement commença à germer dans la vie de Carmen et de Michel. La bourse au nom de Carmen que le général Lemaire avait proposée se concrétisa rapidement la Fondation Leclerc-Dubois, nommée ainsi en hommage aux grands-parents de Michel naquit, avec la mission de fournir un soutien économique et académique aux jeunes issus de milieux défavorisés qui souhaitaient intégrer des institutions de formation militaire ou de services publics. Depuis ses modestes bureaux dans un bâtiment modeste du quartier de Belleville, Carmen s'occupait désormais d'examiner les demandes, d'interviewer les familles et de rédiger des rapports pour d'éventuels sponsors. Chaque jour à l'aube après, avoir préparé un café léger et examiné les aides en attente, elle s'asseyait devant son ordinateur et pensait au nombre de rêves qui avaient été tronqués par manque de ressources. Puis en voyant une demande signée par un jeune dont le seul soutien familial provenait de travaux occasionnels dans le bâtiment, elle se souvenait clairement de ses propres nuits blanches, travaillant pour que son fils ne fasse pas les mêmes sacrifices. Ainsi, à chaque dossier qu'elle examinait, elle se confirmait dans la certitude que cet effort, une modeste bourse annuelle pour l'achat d'uniformes de livres ou de transport, pourrait changer la vie de quelqu'un aussi complètement qu'elle avait changé la sienne. De son côté, Michel intégra le corps actif avec une réputation irréprochable. Les mois suivant sa remise de diplôme se sont déroulés entre des entraînements de renforcement tactique des missions de formation en zone reculée et des participations à des exercices de maintien de la paix internationaux. Cependant, chaque fois qu'il rentrait chez lui, sa priorité était de passer du temps avec sa mère. Les dîners qui étaient auparavant rapides et silencieux se prolongeaient désormais pendant des heures, avec des rires et des confidences. Michel lui parlait de ses camarades, de la nostalgie qui envahissait parfois son cœur en se remémorant les couloirs de l'école et de la façon dont il voulait construire une équipe de travail
où le mérite, la solidarité et la camaraderie prévalaient sur tout autre intérêt. Carmen, assise au chevet de la petite table en acajou, écoutait avec attention et fierté, laissant les histoires de son fils emplir l'air de la petite pièce. Souvent, pendant qu'il parlait, elle observait l'étincelle dans ses yeux. C'était la même étincelle qu'elle avait un jour vue dans le regard de ce garçon de 3 ans qui tenait un petit soldat de plomb. Mais malgré ses engagements professionnels, Michel trouvait toujours le moyen d'impliquer sa mère dans ses projets. Un après-midi, à son retour d'une mission de maintien de la paix au Guatemala, il remit une enveloppe cachetée à Carmen et lui demanda de la lire sans l'interrompre. À l'intérieur se trouvait une lettre du commandant de la mission demandant formellement à Madame Leclerc de participer en tant qu'oratrice invitée à une cérémonie de reconnaissance aux familles des militaires qui avaient servi dans cette opération. Pour Carmen, l'honneur était immense. Elle n'avait jamais imaginé que sa voix résonnerait dans un amphithéâtre, couvert de différents drapeaux, avec des ambassadeurs et des officiers de diverses nationalités, l'applaudissant debout en la remerciant de ses mots sur la force, le sacrifice et l'unité. Avec le passage des mois, la visibilité de la Fondation Leclerc du Bois a crû de manière exponentielle. Bientôt, des volontaires se sont joints de jeunes diplômés de l'institution militaire elle-même qui, inspirés par l'histoire de Carmen, offrirent des cours particuliers gratuits. Aux aspirants organisaient des collectes de fournitures scolaires et participaient à des foires d'orientation professionnelle dans les écoles primaires et secondaires. La mère et le fils sont devenus des figures proéminentes dans la vie communautaire de Paris. Le samedi matin, Carmen se rendait souvent dans l'arrondissement proche de son ancien quartier où un petit centre culturel portant son nom avait même été inauguré. Là, des écoliers et des lycéens assistaient à des conférences sur la discipline, les études et les valeurs familiales. Fréquemment, ils voyaient Carmen sur le podium, racontant ce matin de remise de diplôme et expliquant que la véritable valeur ne réside pas dans le fait de naître avec des privilèges, mais dans le fait de se relever à chaque fois que la vie nous terrasse. Michel, quant à lui, a rapidement gravi les échelons jusqu'au grade de lieutenant. Bien que son dossier de service soit irréprochable, il veillait à ne jamais oublier ses racines. Une fois par mois, il invitait Carmen et d'autres membres de la Fondation à sa base d'opération pour partager un déjeuner avec les élèves officiers en formation. Entre les plats simples et les salades, il parlait avec les nouvelles recrues de l'importance de l'empathie et de ne pas se déconnecter de la réalité de ceux qui, à la maison, luttaient quotidiennement pour couvrir leurs besoins essentiels. Ses paroles étaient mesurées mais fermes, et sa seule présence servait de preuve qu'avec discipline et respect, un jeune homme d'origine modeste pouvait devenir un leader exemplaire. Avec le temps, sont arrivées les reconnaissances officielles. Le ministère de la Défense le nomma ambassadeur des valeurs familiales. En mission de paix, le ministère des Solidarités et de la Santé a décerné un prix à la Fondation Leclerc du Bois pour sa contribution à l'inclusion éducative et plusieurs universités d'État ont offert des bourses complètes aux diplômés qui avaient été soutenus par Carmen. Cependant, les réussites les plus significatives pour tous deux furent toujours les succès individuels de chaque boursier. Le cas de David, un étudiant dont la mère est décédée alors qu'il avait 12 ans et dont le père était maçon sélectionné pour étudier l'ingénierie des systèmes à l'université de la Sorbonne. Le cas d'Anna, fille d'une mère célibataire, qui travaillait dans un kiosque et qui, après une bourse partielle, a réussi à obtenir son diplôme d'infirmière, ou le cas de Sophie, dont les parents migrants voyaient dans la formation militaire une possibilité de mobilité sociale et dont la lettre de remerciement à Carmen comprenait un dessin d'elle portant l'uniforme et avec la légende « Merci d'avoir cru ». En moi, dans ces histoires, se reflétait la raison d'être de cette mère qui s'était un jour rendue à la remise de diplôme de son fils avec un petit sac à main froissé, prête à défendre son droit de rester dans cet espace avec la même dignité avec laquelle elle avait affronté le monde entier. Chaque jeune qui se souvenait de ces mots d'encouragement était pour Carmen un rappel que le sacrifice de tant d'années n'avait pas été vain. Ses débuts avaient été durs. Elle nettoyait des sols en marbre, récurait des bureaux à des heures, qu'Indu gardait le silence devant les moqueries de ceux qui la voyaient comme une intruse, tout cela pour payer les cours particuliers de son fils. Maintenant, 24 mois après cet événement historique à l'école de sécurité, elle était devenue une figure d'inspiration au niveau national. Son histoire apparaissait dans des émissions de télévision comme un exemple de résilience, et son nom était mentionné lors de conférences
sur l'inclusion sociale. Pourtant, le souvenir de cette journée de remise de diplôme restait vivant dans chaque geste qu'elle offrait avec humilité. Avant certaines conférences, elle revoyait dans son porte-monnaie la photographie ancienne de Michel Bébé l'enfant, qui tenait un petit soldat de plomb et qui montrait déjà dans son regard la détermination qui l'amènerait à devenir officier. Cette image usée par les années avait voyagé avec Carmen dans d'innombrables bus, trains et taxis, emportant avec elle le témoignage d'une promesse et le rappel de ce qui pouvait être atteint avec amour et persévérance. Parmi les responsabilités de la Fondation Carmen s'occupait personnellement de concevoir des ateliers d'orientation aux parents, où elle les invitait à partager leurs expériences et à reconnaître les talents et les aspirations de leurs enfants. À chaque séance, son discours tournait autour de 3 axes fondamentaux: l'importance de l'éducation formelle comme outil d'autonomisation, la valeur incontestable du travail honnête et surtout la nécessité d'une communication affective pour édifier un environnement de confiance familiale. De nombreux parents sortaient de ces ateliers avec les larmes aux yeux, confessant qu'ils n'avaient jamais parlé aussi ouvertement de leurs propres rêves. En ces instants, Carmen comprenait que le travail social ne consistait pas seulement à accorder des ressources économiques, mais aussi à raviver l'espoir dans le cœur de ceux qui avaient souvent renoncé à croire qu'ils pouvaient aspirer à quelque chose de mieux. Pendant ce temps, Michel commençait à planifier un projet d'échange pour les aspirants français avec l'Académie militaire de West Point aux États-Unis. Son objectif n'était pas seulement de renforcer les liens de coopération internationale, mais aussi d'offrir à de jeunes gens issus de milieux modestes la possibilité de vivre des expériences formatrices à l'étranger, entourés de camarades aux ressources que, autrement, ils n'auraient jamais eu accès à ces programmes. Avec l'aide de la Fondation, il a recueilli des renseignements sur les candidats, géré des accords avec les ambassades et en moins d'1 an a réussi le premier échange bilatéral où une famille de la classe moyenne inférieure a pu envoyer son fils pendant 1 semestre se former aux États-Unis. Le succès de ce programme s'est traduit par un 2e et un 3e accord avec des académies militaires d'autres pays d'Amérique latine, élargissant ainsi le réseau de possibilités pour de nombreux jeunes. Pour la famille Leclerc, les liens affectifs se sont renforcés. La relation entre la mère et le fils, forgée au fil des ans de sacrifice et de silence, a évolué pour devenir un lien d'admiration mutuelle. Michel se fiait au conseil de Carmen pour les questions personnelles, et elle, dans son horizon de plus en plus large, voyait en son fils un leader capable de porter les enseignements de sa mère aux coins les plus reculés du pays. Le soir, il avait l'habitude de converser longuement non plus sur les promesses d'un avenir incertain, mais sur des projets concrets de la création d'une bibliothèque itinérante pour les communautés rurales, à la réalisation d'un congrès annuel sur les valeurs militaires et civiles, où des experts de différentes disciplines partageaient leurs connaissances. Ce jour de remise de diplôme, où 7 hommes étaient apparus pour protéger une mère face à l'injustice, n'avait été que le début d'une chaîne d'histoires qui s'entrelacerait avec l'avenir de la société. Les mêmes agents qui étaient intervenus dans l'amphithéâtre ont fait partie d'un réseau de mentors bénévoles, de la Fondation visitant des écoles défavorisées pour animer des ateliers de leadership. Le général Lemaire, en particulier, est devenu une figure proche de Carmen au-delà de sa fonction, et des honneurs qu'il avait reçus, il partageait la conviction qu'aucun jeune ne devrait voir ses rêves brisés par le manque d'une main amicale. Ensemble, ils ont organisé des camps de formation aux valeurs, où les enfants et les adolescents pratiquaient des activités de plein air, apprenaient à travailler en équipe et écoutaient des orateurs parler de responsabilité sociale. Dans le quartier de Belleville, les façades de certaines maisons ont commencé à afficher des affiches relatives à la Fondation Leclerc-Dubois, Semence d'Espérance, de la rue au but. En passant dans ces rues, de nombreuses personnes voyaient Carmen saluer les voisins, emportant parfois des documents pour examiner un nouveau candidat, d'autres fois simplement conversant avec les parents sur les réalisations de leurs enfants. Les salles de la paroisse locale sont devenues des sièges provisoires pour des ateliers d'alphabétisation pour adultes, car certains parents des aspirants reconnaissaient qu'ils n'avaient pas pu terminer l'école primaire et remerciaient l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire avec leurs enfants. Un crépuscule de la fin de l'hiver, alors que l'air conservait encore le froid vif. Carmen a assisté à l'inauguration d'une peinture murale communautaire à l'intérieur d'un centre culturel,
récemment restauré. Sur ce mur, un artiste plasticien a représenté la scène de la remise de diplômes, la file d'aspirants recevant des diplômes, l'instant où Michel interrompait la cérémonie et montrait sa mère les 7 silhouettes à l'arrière qui, sans ostentation, protégeaient la dignité de cette femme. La peinture montrait les couleurs du drapeau français flottant au-dessus de l'amphithéâtre et dans la partie inférieure, les visages d'enfants de différents âges contemplant la scène. En contemplant la peinture murale, Carmen a senti que ce sont là des larmes de gratitude. Elle pensa à chaque enfant qui, grâce à son action, aurait désormais la possibilité de réussir. À l'école de sécurité elle-même, l'histoire de la remise de diplôme de Michel était devenue une matière de récit oral entre les instructeurs et les aspirants. On disait que cette journée avait marqué un avant et un après. Dans les cérémonies officielles depuis les invitations des mères et des pères, des diplômés ont été incluses manuellement, sans exception, des protocoles plus souples ont été établis et des cours de sensibilisation ont été dispensés aux gardes de sécurité. L'événement est ainsi devenu un exemple de la manière dont le travail conjoint d'une mère de son fils et de quelques officiers à la retraite pouvait transformer la culture institutionnelle. Les reconnaissances internationales ne manquèrent pas. Une ONG basée à Genève a invité Carmen à participer en tant qu'oratrice à un forum sur l'éducation inclusive et les pratiques de mentorat. Là, devant des délégués du monde entier, elle a raconté son parcours depuis les rues de Paris jusqu'au cœur de la société civile. Elle a avoué qu'à plus d'une occasion, elle avait pensé à renoncer, qu'il y avait eu des hivers où le froid lui avait pénétré jusqu'aux os, et que cependant, chaque fois qu'elle levait les yeux et se souvenait du visage de son fils, elle trouvait des forces renouvelées pour avancer. Ces paroles ont résonné dans l'enceinte. Avec un écho profond, elle a défini l'espoir comme cette étincelle qui en allume beaucoup d'autres et a revendiqué le travail silencieux des mères dont les histoires sont rarement racontées. Pendant ce temps, Michel a été promu au grade de capitaine. Lors d'une cérémonie solennelle des années plus tard, il a été invité à prononcer un discours aux aspirants qui, à ce moment-là, commençaient leur formation. Devant eux à l'estrade, il a raconté sa propre expérience. Il a parlé simplement de la façon dont l'image de sa mère défendant son droit d'être à la remise de diplôme l'avait inspiré à cultiver le sens de la justice et de la loyauté qui le guidait. Il a partagé des anecdotes de mission à la frontière de camaraderie sous le feu et a souligné que la force morale naît souvent de gestes simples, d'une étreinte providentielle, d'un éloge sincère, de la certitude que quelque part il y a quelqu'un qui croit en nous et est prêt à faire l'impossible pour que nous atteignions nos objectifs. À chaque acte public, la présence de Carmen est devenue inévitable, que ce soit pour recevoir une plaque de reconnaissance pour prononcer une conférence magistrale ou pour participer à la présentation d'un livre sur la résilience familiale. Qu'elle avait elle-même coédité avec d'autres enseignants et psychologues, sa voix captivait les publics. Et pourtant, elle n'a jamais changé sa façon d'être, elle continuait de s'habiller. Simplement, marchait lentement pour prendre le temps de saluer chaque personne et trouvait toujours un espace pour s'enquérir avec intérêt de la vie des autres. Lorsque quelqu'un la félicitait, elle répondait qu'elle n'avait rien fait d'extraordinaire, qu'elle avait simplement fait ce que n'importe quelle mère ferait pour un fils. Mais c'était dans cette modestie que résidait sa plus grande vertu, car elle reconnaissait que sa propre force provenait de l'humilité de se savoir faire partie d'un grand réseau de sacrifices invisibles. Le jour où la Fondation Leclerc-Dubois a célébré son premier lustre, Carmen a lancé un message sur les réseaux sociaux qui a parcouru des centaines de milliers d'écrans. Cet anniversaire n'est pas le mien, il est celui de chaque famille, qui a cru en nous, de chaque jeune, qui a décidé de rêver, de chaque enseignant qui a cru en ses élèves. En ces 5 années, nous avons réussi à accorder des bourses à 700 jeunes. Mais le plus important, ce ne sont pas les chiffres, ce sont les visages pleins d'espoir qui peuvent aujourd'hui dire que grâce au soutien de quelqu'un qui a cru en eux, leurs rêves ont des ailes. En quelques minutes, sa publication a été partagée des milliers de fois, accompagnée de mentions d'affection et de gratitude de la part de personnes qui se souvenaient de ce matin de remise de diplôme, où contre toute attente, une petite mère s'était élevée avec la plus grande des ovations. Sur le plan personnel, la relation entre Carmen et Michel s'est renforcée dans un lien de complicité qui transcendait le lien strictement filial. Il était habituel de les voir converser au coucher du soleil, sur le balcon de l'appartement, avec
Paris s'étendant devant leurs yeux dans une mer de lumière. Ils parlaient d'affaires courantes, de projets de week-end, des histoires d'anciens boursiers qui revenaient avec succès de leurs études universitaires. Mais ils parlaient aussi de l'avenir. Michel envisageait la possibilité de fonder une école militaire spécialisée dans le leadership social. Carmen, quant à elle, rêvait d'ouvrir un foyer pour mères célibataires qui, comme elle autrefois, devraient affronter la solitude et la nécessité d'élever un enfant sans réseau de soutien. Vint un moment où Carmen se retrouva au milieu d'une nouvelle épreuve. Sa santé commença à montrer des signes de fatigue accumulés. Ces journées interminables où elle équilibrait le travail à la fondation, les conférences, les entretiens, et ses tâches ménagères commencèrent à avoir des conséquences. Ce furent les 7 hommes qui l'avaient protégée lors de la remise de diplôme, désormais vétérans à la retraite, qui la convainquirent de la nécessité de prendre du recul. Le général Lemaire, en particulier, insistait sur le fait que sa santé était le plus important et que l'héritage de la fondation devait reposer sur une équipe solide qui comprenait d'autres bénévoles. Après plusieurs dialogues, Carmen accepta de réduire ses activités en présentiel, mais sans cesser de superviser les projets les plus importants. Elle délégua à un comité de direction l'organisation des événements et la collecte de fonds, tandis qu'elle adoptait un rôle plus consultatif. La transition ne fut pas facile, identifier des personnes avec le même dévouement et la même sensibilité que Carmen s'avéra être un défi. Cependant, avec le temps, un groupe de jeunes engagés émergea dont beaucoup étaient diplômés des programmes de la Fondation qui comprenaient la vision et travaillaient avec zèle à chaque initiative. Ils organisèrent désormais des camps, d'été pour enfants dans les communautés rurales, coordonnèrent des foires de la santé, où des professionnels bénévoles offraient des consultations médicales gratuites et géraient des bourses d'échange internationales. Carmen, dans sa nouvelle fonction, s'est chargée de former ces jeunes aux compétences en leadership, en communication assertive et en gestion de projets communautaires. Michel, quant à lui, a été nommé pour une mission diplomatique à l'ambassade de France auprès des Nations Unies. Sa famille s'est temporairement installée à New York et Carmen a vécu ses premiers mois sur le sol américain avec étonnement et curiosité. Elle était fascinée par la diversité culturelle qu'elle trouvait en se promenant dans les rues new-yorkaises et appréciait également l'opportunité de connaître les projets sociaux qui y étaient mis en œuvre afin de les comparer à ceux qu'elle gérait à Paris. L'après-midi, après avoir terminé ses travaux à la fondation jumelée à une ONG locale, elle se rendait souvent à Central Park pour se vider l'esprit et recueillir des idées qu'elle pourrait adapter à la réalité de sa communauté à Paris. Bien qu'elle regrettât profondément la vie quotidienne à Belleville, Carmen trouva du réconfort dans le fait que Michel, dans son nouveau rôle, pouvait promouvoir des initiatives de coopération internationale pour la Fondation. Avec son influence, au sein de l'Association des militaires et diplomates latino-américains, il coordonna un accord de collaboration qui permit la formation de boursiers français au leadership et aux droits humains dans les universités européennes. Dans ces expériences, les jeunes qui n'avaient auparavant lu sur le monde extérieur que dans des manuels scolaires ont découvert de nouvelles perspectives, ils ont participé à des ateliers de résolution de conflits, assisté à des cours de protocole diplomatique et ont noué des réseaux d'amitié avec des étudiants de pays comme l'Espagne, l'Italie et la France. 10 ans après cette mémorable journée de remise de diplôme, la vie de Carmen et Michel avait ciselé un héritage impérissable. Dans la mémoire de l'école de sécurité, la journée de la mère militante avait été instaurée une journée annuelle où les aspirants rendaient hommage aux familles qui se sacrifient tant pour que leurs enfants servent le pays. Lors de chaque cérémonie, le portrait peint par l'artiste anonyme, cette même œuvre qui avait immortalisé la scène de Carmen escortée, était exposé dans un lieu principal pour rappeler à tous que derrière chaque soldat, il y a une histoire d'amour inconditionnel et de courage. Dans son foyer, l'appartement du quartier de Belleville, brillait de photos encadrées celle de Michel bébé, avec le petit soldat de plomb, celle de la nuit, où la Fondation a célébré son premier lustre, celle de cette peinture murale communautaire, inaugurée sous le ciel gris de février. Chaque image contenait un fragment de l'histoire qui avait commencé avec une mère qui, tremblante sous le regard des gardes inconnus, avait refusé de céder à l'injustice. Désormais, sur ces photographies, on voyait aussi les visages de David, Anna-Sophie et de tant d'autres jeunes, dont le destin avait été transformé par le même amour qui, un matin,
avait fait que Carmen avait refusé d'abandonner l'amphithéâtre. Tandis que le soleil du matin filtrait par la fenêtre et que la ville reprenait le pouls vibrant de sa quotidienneté, Carmen caressa la plus ancienne des photographies, celle de son fils tenant ce petit soldat. Cet objet minuscule était le symbole d'un rêve improbable qui, au fil des ans, était devenu une trame d'espoir pour des milliers de personnes. Son regard se posa sur la phrase qu'il avait écrite à la main au verso de la photo, un message de Michel alors qu'il n'avait que 8 ans. « Maman, quand je serai grand, je ferai en sorte que tous nos efforts en valent la peine. » Émue, elle le remit dans son étui de sécurité et sortit dans le couloir prête à commencer une nouvelle journée de travail à la Fondation. De l'autre côté de la ville, Michel s'entraînait pour une mission de maintien de la paix en Afrique. Cette année, il serait responsable de coordonner la sécurité pour la livraison de l'aide humanitaire aux communautés isolées touchées par des crises alimentaires. Il savait que cette tâche n'était pas mince, mais elle l'accablait moins s'il pensait à sa mère. Il imaginait son sourire et sa fermeté, visualisait le moment où elle s'approchait pour lui dire qu'elle croyait en lui, quelle que soit la distance qui les séparait. Chaque fois que l'entraînement devenait épuisant, le souvenir du matin de la remise de diplôme le réconfortait et le motivait à persévérer. L'histoire de Carmen et Michel n'était pas un conte avec une fin fermée, mais un roman en constante écriture. Chaque anniversaire, chaque nouvelle bourse accordée, chaque accord avec des organisations internationales, chaque étudiant qui terminait l'université et revenait reconnaissant pour leur raconter comment il avait obtenu son premier emploi rémunéré, était un nouveau chapitre dans la narration sans fin de leur vie. Et bien que tous deux savaient que les défis continueraient d'exister, la pauvreté persistante, l'inégalité, la bureaucratie, ils comprenaient aussi que leur exemple était devenu un patrimoine collectif. Il inspirait les gouvernements, les institutions civiles et les personnes anonymes à croire qu'un acte d'amour maternel pouvait déclencher une vague de transformation sociale, quelle que soit la hauteur de la tour qu'ils atteindraient, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le développement social. Ils tournaient toujours leur regard vers ce coin de Belleville où tout avait commencé. Là, au cœur de Paris, un modeste appartement était devenu l'épicentre d'un mouvement d'espoir et de solidarité. Sur la porte de la rue, une plaque indiquait « Maison de la Fondation Leclerc Dubois ». Ici naissent les rêves de ceux qui croient en leurs valeurs. Chaque soir, à son retour, Carmen relisait la plaque avec la même humilité que celle avec laquelle elle avait autrefois tenu l'invitation froissée de son fils, et dans sa poitrine, le battement était le même tambour qui, des années auparavant, annonçait sa présence dans le grand amphithéâtre de l'école de sécurité. Ainsi, avec ce mélange de gratitude pour le passé et de détermination pour l'avenir, la mère et le fils continuaient leur journée. L'histoire qui avait commencé par un moment d'injustice et d'humiliation scellé par l'apparition de 7 hommes déterminés à protéger ce qui était juste, s'étendait désormais avec chaque geste de générosité et chaque réussite partagée. Et bien que dans le vaste tissu de la vie quotidienne, de nombreux épisodes restent anonymes, celle de Carmen Leclerc et de Michel Leclerc était une histoire qui perdurerait dans la mémoire de la société comme un témoignage qu'à l'alliance de l'amour et de la dignité, aucun obstacle n'est insurmontable. Dans le murmure constant de Paris, on entendait parfois des voix qui évoquaient cet hymne silencieux de sacrifice et de noblesse. Souvenez-vous de Carmen, souvenez-vous de Michel, souvenez-vous qu'une mère a défendu son fils, et cela a suffi pour convoquer 7 hommes disposés à changer le monde. Et ainsi, dans chaque génération d'aspirants et dans chaque salle de classe de quartier populaire, l'histoire continuait de vivre, convoquant ceux qui, avec un désir ardent de se surpasser, comprenaient que le premier pas pour atteindre n'importe quel objectif réside dans cette certitude confiante de savoir qu'à ses côtés, il y a quelqu'un qui croit en nous sans condition. Et dans les années qui suivirent, lorsque Carmen prenait la parole lors de conférences, donnait des interviews ou conseillait d'autres mères qui luttaient pour donner de meilleures opportunités à leurs enfants, elle terminait toujours ses présentations par les mêmes mots qui avaient guidé toute sa vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour d'une mère. Ne sous-estimez jamais la force qui vient du sacrifice authentique. Et jamais, jamais ne permettez à personne de vous dire que vous n'avez pas votre place là où l'on célèbre le succès de quelqu'un que vous aimez. Car si vous avez aidé à construire ce succès avec votre amour et votre sacrifice, alors vous n'avez pas seulement votre place là-bas,
Vous méritez d'être au premier rang. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.